Ceci n'est pas un ventre. C'est un concentré d'intelligence. Il y a là-dessous l'équivalent du cerveau d'un petit animal de compagnie. Nous avons 200 millions de neurones dans notre ventre, à peu près autant que Timmy en a dans son cortex. Et on peut dire que Timmy est vraiment très intelligent. Les chiens ou les chats ont à peu près le même nombre de neurones que notre ventre. Et s'ils sont intelligents, alors le ventre est carrément hyper malin. La science nous réserve des surprises en redécouvrant ce que le sens commun sait depuis longtemps. Les angoissés ont l'estomac noué, les amoureux ont des papillons dans le ventre, les lâches manquent de tripes, et nous prenons parfois des décisions viscérales, la peur au ventre. Nous ressentons parfois très clairement que notre cerveau n'est pas le seul maître à bord. Mais que savent exactement les scientifiques sur ce qui se joue entre ventre et cerveau? Ici se cachent non seulement des millions de neurones, mais des centaines de milliards de bactéries qui influencent en secret nos audaces et notre personnalité. Voyage dans les secrets de nos entrailles, à la découverte de notre deuxième cerveau. Cette histoire commence à l'université Columbia de New York, lorsque Michael Gershon osa proclamer que nous avons dans le ventre un organe sensible et intelligent. Il est essentiel de porter attention à notre ventre pour expliquer au monde que c'est un organe primordial. Ce n'est pas un truc dégueulasse et répugnant qui ressemble à un serpent, mais c'est la ligne de vie et d'énergie de notre santé. Nous vivions une époque sombre qui méconnaissait notre deuxième cerveau, et j'ai contribué à le redécouvrir. Comme il s'agit d'une sorte de renaissance, cela fait de moi le Léonard de Vinci de nos entrailles. Si Léonard de Vinci avait eu le microscope de Michael Gershon, voici quelques-uns des neurones qu'il aurait observés. 200 millions de ces neurones tapissent la paroi de notre intestin. Répartis tout au long de notre tube digestif, ils nous permettent de digérer. Digérer, c'est incroyablement compliqué. Il faut faire des choses très difficiles à reproduire en laboratoire, comme décomposer la nourriture en minuscules molécules que l'organisme peut absorber et utiliser pour fonctionner. Et pour faire cela, nous avons besoin d'une grande puissance nerveuse. Nos deux cerveaux se ressemblent comme des frères. Système nerveux central pour le cerveau du haut, système nerveux entérique pour le cerveau du bas. Même leurs noms scientifiques sont similaires. Mais était-ce bien nécessaire que l'évolution nous dote de deux cerveaux séparés? La raison pour laquelle l'évolution a délocalisé ce cerveau est semblable à la raison pour laquelle nous avons des micro-ordinateurs sur nos bureaux. Délocaliser le travail en périphérie, au niveau de l'intestin, c'est plus efficace. De cette façon, le cerveau n'a pas à être connecté à l'intestin avec des câbles géants. Il n'a pas besoin non plus de grossir de plusieurs millions de neurones supplémentaires. À Nantes, le chercheur Michel Neunlist est l'un des experts mondiaux du système nerveux entérique. Pour lui, dans l'histoire de nos deux cerveaux, le premier n'est pas celui qu'on croit. Le nom de deuxième cerveau est finalement un nom qui est un peu usurpé, parce que moi je le considère comme le premier cerveau, voire le cerveau original. En effet, les organismes primitifs, pluricellulaires, étaient initialement
composé simplement d'un tube digestif. Et c'est au sein de ce tube digestif que s'est développé ce système nerveux entérique. Si l'on remonte le cours du temps, on s'aperçoit que c'est pour mieux nous nourrir que l'évolution a développé notre cerveau du haut. L'apparition de l'encéphale coïncide avec celle des yeux et des oreilles, utile pour chercher de la nourriture. Sans cette division des tâches, nous consacrerions encore toute notre énergie à digérer, digérer et encore digérer. Le tournant décisif de cette évolution spectaculaire de notre encéphale est lié à une invention technologique, la domestication du feu. C'était il y a 1,5 million d'années. Homo sapiens s'appelait encore Homo ergaster et il venait d'inventer le barbecue. La cuisson, c'est une prédigestion. Et donc, grâce à la cuisson, on allège la charge de la mastication, donc on investit moins d'énergie dans l'effort physique. Et deuxièmement, quand ça arrive dans le ventre, eh bien, la digestion se fait plus facilement. On récupère 16 fois plus d'énergie avec beaucoup moins d'investissement. Et ça aurait pu ne pas se faire, mais alors, comme le premier cerveau a bien fonctionné, le deuxième va en profiter et va pouvoir se développer. Ça aurait pu pas se faire, mais ça s'est fait. Voilà. En tout cas, la cuisson a permis de faire sauter des verrous physiologiques, c'est-à-dire des contraintes liées à l'énergie nécessaire disponible pour un gros cerveau. Et à partir de là, effectivement, ça a été possible de voir, à partir d'Homo ergaster, qui avait un cerveau de l'ordre, pour les premiers, de 700-800 cm3, qui va passer graduellement, au fil de centaines de milliers d'années, à des cerveaux très importants, comme par exemple chez les hommes de Néandertal, ou les hommes de Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est vous et moi. Et là, attention, le cerveau va monter jusqu'à 1500, 1600 cm3, sans que la taille corporelle ne change. Notre encéphale s'est développé et nous pouvons aujourd'hui penser à autre chose qu'à notre ventre. Penser d'un côté, digérer de l'autre, en théorie, les tâches sont bien séparées. Mais la réalité, comme toujours, est plus complexe. D'abord parce que nos deux systèmes nerveux connectés par le nerf vague discutent en permanence. Ensuite, parce que cerveau et ventre utilisent les mêmes neurotransmetteurs. Le langage que les neurones parlent entre eux s'appelle la neurotransmission. Et les neurotransmetteurs sont les mots que chaque neurone émet de façon à ce qu'un autre neurone le comprenne. La sérotonine est l'un de ces mots. Sérotonine. Michael Gershon a consacré sa vie à décrypter le sens de ce mot qui change selon le contexte. Et voici ce qu'il a découvert. Dans le cerveau du haut, sérotonine signifie bien-être. Dans le ventre, elle rythme notre transit intestinal et régule notre système immunitaire. Elle est représentée ici en rouge alors que les cellules de notre paroi intestinale sont en bleu. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, 95% de la sérotonine de notre corps est produite dans notre ventre. Cette sérotonine, bien sûr, va agir au niveau du tube digestif, mais aussi de manière plus surprenante, elle va être libérée dans le sang et agir au niveau du cerveau, et en particulier dans l'hypothalamus, qui est une zone qui gère nos émotions, qui participe à la gestion de nos émotions. En clair, lorsque ventre et cerveau parlent entre eux, les messages qu'ils s'échangent transitent par le nerf vague. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Ce que les chercheurs viennent de découvrir, c'est que la sérotonine, qui transite clandestinement par voie sanguine vers le cerveau, interfère de manière bien plus complexe sur nos émotions. Destiné au ventre, ce surplus d'informations qui n'a en principe rien à faire dans le cerveau crée parfois des malentendus.
On savait qu'effectivement nos émotions pouvaient influencer notre ventre. Maintenant, ce que cela démontre, c'est que notre ventre, lui aussi, est capable d'influencer nos émotions. Quand tout se passe bien, les échanges entre ventre et cerveau se font à notre insu et il est difficile de les étudier. Et comme toujours en science, c'est en observant ce qui se passe mal qu'on comprend mieux les choses. Le syndrome de l'intestin irritable est malheureusement le cas d'étude flagrant des problèmes de communication qui surgissent parfois dans le couple cerveau-ventre. C'est une maladie très répandue qui touche une personne sur 10 et se traduit par des douleurs intestinales sévères. C'est un syndrome qui est caractérisé par des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des troubles du transit, sans que l'on retrouve d'anomalies dites organiques dans les différents examens que l'on fait, que ce soit une gastroscopie, une coloscopie, un scanner, etc. C'est pour ça notamment que ces gens-là ont de grosses interrogations, puisqu'en général on leur dit ben voilà, on a fait tout un bilan, on ne trouve rien, et ils nous disent souvent mais moi je souffre docteur, j'ai bien quelque chose. Donc ce qui est important, c'est de leur expliquer qu'actuellement on explique ces troubles fonctionnels, ce syndrome de l'intestin irritable, par des anomalies des relations entre notre cerveau et notre tube digestif. Qui est responsable de ces problèmes de communication? Qui envoie les mauvais messages? Notre cerveau du haut ou celui du bas? Ces questions mobilisent les chercheurs du monde entier. À Munich, Michael Schemann estime que le syndrome de l'intestin irritable pourrait trouver son origine dans la paroi de l'intestin. Avec son équipe, il tente de percer les mystères de cette peau bourrée de neurones, à la croisée de sensations souvent délicieuses et parfois douloureuses. C'est difficile à croire, mais dans cette saucisse, il y a un système nerveux entérique. C'est une recette typiquement bavaroise, la saucisse blanche. Et cette peau n'est rien d'autre qu'un intestin naturel, dans lequel se trouve le système nerveux entérique. Les chercheurs dissèquent non seulement des saucisses, mais surtout des intestins. Leur travail consiste à mesurer l'activité des neurones de l'intestin humain. Nous nous basons sur l'hypothèse suivante. L'une des causes de l'intestin irritable est due à une communication défaillante entre la muqueuse et les nerfs. Pour tester cette hypothèse, Michael Schemann compare l'activité neuronale des muqueuses de patients sains avec celle de patients malades. Et voilà le résultat sur un intestin malade. Ce film est la toute première représentation visuelle des signaux émis et reçus par les cellules nerveuses de notre intestin. Il montre que les neurones sont bien plus actifs chez les malades que chez les patients sains. Nous en concluons que ces patients souffrent effectivement d'un système nerveux hypersensible, une espèce de névrose de l'intestin si l'on veut. Michael Schemann espère que sa découverte aboutira bientôt à un médicament qui parviendra à normaliser cette hyperactivité neuronale. En attendant, à l'hôpital de Grenoble, Bruno Bonaz a observé que cette maladie est souvent déclenchée par le stress ou des événements traumatisants. Il pratique une méthode plus globale pour soulager ses patients. Je laisse vous asseoir. Vous respirez lentement, calmement et profondément. Et vous êtes sereine, vous êtes souriante. Vous êtes complètement détendue, complètement relâchée. Pourquoi c'est le ventre qui encaisse tout ça? Je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'on met de façon inconsciente au niveau de son ventre. Et c'est d'où l'intérêt de pouvoir travailler là-dessus, ce que l'on peut faire avec l'hypnose. C'est vrai que l'hypnose, notamment, favorise les phénomènes d'ajustement à la douleur, qui fait que ces patients-là perçoivent moins, sont moins en état d'hypervigilance, donc vont moins percevoir la douleur. Et vous pouvez sentir maintenant, au niveau de votre ventre, de votre abdomen, une sensation agréable de chaleur
Concentrez-vous pendant quelques instants sur cette chaleur douce et agréable que vous percevez dans votre ventre. Imaginez que l'intestin envoie des signaux gênants au cerveau et que le cerveau trouve que ces signaux sont intolérables. L'hypnose peut être utilisée pour anesthésier le cerveau. Donc il continue à recevoir les mêmes signaux de douleur, mais grâce à l'hypnose, ceux-ci deviennent soudainement tolérables. Sans qu'on en comprenne encore les mécanismes exacts, l'imagerie cérébrale a permis de localiser les effets de l'hypnose sur des cerveaux de patients soumis à des douleurs intestinales. Donc ici, vous avez 4 coupes de cerveau. Lorsque vous faites des douleurs abdominales, eh bien, vous allez activer des zones qui sont représentées ici, comme le tronc cérébral ici, le thalamus, le cortex insulaire ici, le cortex cingulaire antérieur et le cortex frontal. Et on sait maintenant que l'hypnose est capable de moduler l'activation de ces zones qui sont impliquées dans la douleur. Donc il est clair que l'hypnose, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est quelque chose qui a un substratum neuroanatomique et fonctionnel. Les scientifiques commencent à peine à décrypter la conversation secrète qui se tient à notre insu entre ventre et cerveau. Notre esprit est sans cesse influencé par la chimie interne de notre corps. Même nos rêves, cette expression la plus mystérieuse de notre âme, sont particulièrement sensibles aux émissions de sérotonine qui se font pendant notre sommeil. L'inconscient, cette notion découverte dès l'Antiquité et réinventée par Sigmund Freud, serait-il situé dans notre ventre ? Le système nerveux entérique peut affecter la manière dont nous nous sentons et comment notre cerveau fonctionne en adressant des signaux au cerveau. Ces messages n'atteignent pas notre conscience, mais peuvent changer la manière dont notre esprit perçoit le monde. Notre capacité à penser de manière positive, à résister à la dépression et à l'anxiété peut être influencée par les messages que le ventre envoie au cerveau. C'est dans ce sens que notre ventre contribue à notre inconscient. En fait, nous sommes complètement irrationnels si on n'a pas d'émotion et si on n'a pas de sentiments. Freud, c'est quand même passionnant comme approche parce qu'il dit que moi n'est pas en sa demeure. En tout cas, peut-être pas dans le cerveau. Et peut-être que la demeure de moi est peut-être là. Donc peut-être que moi est plutôt dans le ventre. Ouais, moi ça me plaît bien. Ouais. Psychanalyse gastrique, ça me plaît. Pour l'instant, la psychanalyse gastrique cherche encore son fondateur. Mais la similitude anatomique entre nos deux cerveaux est telle que les chercheurs commencent à se demander très sérieusement si le ventre et la tête ne pourraient pas également partager leur maladie. Certaines maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson ou la dépression, pourraient même trouver leur origine dans notre ventre. L'hôpital de Nantes, qui reçoit chaque année 2000 malades parkinsoniens, est le lieu idéal pour étudier cette hypothèse. Alors, on va faire quelques petits gestes pour voir un peu où en est votre maladie actuellement. Faites le geste avec la main droite, petite marionnette comme ceci. Donc c'est difficile là. Donc ça après dans la vie quotidienne, effectivement, ça va gêner tous les gestes pour vous alimenter. Ça bloque. Ça bloque. Le bras, il ne va pas monter. Le bras ne veut pas monter. Du coup, vous devez l'aider. Ah oui, Oui. oui, non, il faut le faire manger. La maladie de Parkinson a longtemps été considérée comme une maladie qui s'attaque aux neurones situés dans une zone particulière du cerveau qui s'appelle la substance noire. Or, les médecins ont constaté
qu'elle est souvent accompagnée de troubles digestifs importants. Les chercheurs font donc l'hypothèse qu'elle affecte non seulement les neurones de notre cerveau, mais aussi ceux de notre ventre. Chez certains patients, précocement, avant que les premiers signes moteurs apparaissent, on peut trouver des signes d'atteinte du tube digestif, comme une constipation ou une atteinte de l'odorat. Donc, comme c'est assez précoce, certains ont émis l'hypothèse que la maladie pourrait débuter en périphérie et ensuite se propager de proche en proche, suivre le système nerveux, rentrer dans le cerveau, et puis ensuite, dans une étape suivante, être beaucoup plus diffuse dans le cerveau et expliquer pourquoi les patients développent un affaiblissement intellectuel, des troubles de l'équilibre dans une dernière phase évolutive. L'origine réelle de la maladie, dans le ventre ou dans la tête, n'a pas encore été établie. Mais Michel Neunlist et les neurologues de l'hôpital de Nantes veulent en avoir le cœur net. En 2006, ils décident de travailler ensemble pour prouver qu'on peut diagnostiquer la maladie de Parkinson avec une simple biopsie intestinale du vivant du patient. Aujourd'hui, c'est mission accomplie. Dans une simple biopsie de routine, il y a 150 neurones et leur état en dit long sur ceux de notre cerveau. Ce qu'on a observé chez ces patients parkinsoniens, c'est qu'on retrouvait dans ces biopsies, dans ces neurones, des lésions typiques de la maladie de Parkinson, les mêmes lésions que l'on retrouve dans le système nerveux central. Ce résultat est extraordinaire. Alors qu'une biopsie du cerveau est potentiellement dangereuse pour le patient, la biopsie intestinale est un acte sans danger. Pour un gastro-entérologue, personnellement, moi, je n'aurais jamais imaginé pouvoir participer à la compréhension ou au diagnostic des maladies neurologiques. Et pourtant, dans le cas de la maladie de Parkinson, on peut visualiser, donner des informations sur ce qui se passe dans le cerveau, à partir de notre cerveau dans l'intestin, comme si on ouvrait une fenêtre sur le cerveau. Et ça, c'est absolument génial. La découverte des chercheurs nantais suscite un énorme espoir. D'ici 2 ou 3 ans, ils espèrent pouvoir pratiquer ces biopsies en routine chez les personnes à risque. Puisque les symptômes digestifs de la maladie surviennent parfois 20 ans avant les premiers troubles moteurs, un diagnostic précoce pourrait permettre de traiter la maladie plus tôt et donc plus efficacement. En attendant, l'idée de regarder le ventre pour mieux soigner la tête commence à gagner du terrain. Le ventre comme une fenêtre ouverte sur le cerveau est une idée qui a été validée pour la maladie de Parkinson. La question qui se pose maintenant, qu'on va aussi explorer, c'est de voir est-ce que cette hypothèse s'applique à d'autres maladies neurodégénératives, et en particulier la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies, cette fois-ci plus neurodégénératives, mais peut-être aussi comportementales, comme l'autisme ou des pathologies psychiatriques. À bien le regarder, notre monde est comme un ventre, fait de tubes et de boyaux dans lequel des fluides, des informations et des signaux circulent dans des réseaux de plus en plus complexes. La science commence à peine à prendre en compte la complexité de ces échanges dont les propriétés émergentes restent à découvrir. Mais à l'autre bout du monde, la médecine traditionnelle chinoise se base depuis des millénaires sur une vision d'ensemble du corps humain. Elle s'attache à réguler les flux d'énergie qui circulent sans qu'on les voie dans nos corps. Ici, les organes se parlent et interagissent via le qi, un fluide énergétique qui nous relie à l'univers. Les différents systèmes médicaux sont basés sur leur contexte culturel. Dans la médecine occidentale, on se concentre sur le local. On divise le corps en différentes parties pour en étudier précisément le fonctionnement spécifique. Mais la médecine chinoise est basée sur une vision holiste, globale. Elle s'intéresse avant tout aux relations entre les différentes parties du corps. Chacune de ces deux visions a ses avantages.
le monsieur ventre de la médecine traditionnelle chinoise s'appelle Bo Jiwin. Nous sommes à l'hôpital de Canton, le plus grand hôpital du monde. Avec 7 millions de patients par an, sa pharmacie délivre chaque jour 10 tonnes de médicaments, médecine occidentale et médecine traditionnelle chinoise confondues. Ici, les aiguilles d'acupuncture côtoient les appareils médicaux dernier cri. Les Chinois pratiquent l'acupuncture depuis 3000 ans sans que le ventre n'y joue un rôle prépondérant, jusqu'à ce que le docteur Bo découvre, tout à fait par hasard, l'acupuncture abdominale. Une pratique nouvelle au pays des traditions. C'était en 1972. Beaucoup d'étudiants tentaient d'apprendre l'acupuncture et j'avais une vingtaine d'étudiants formés en médecine occidentale. Un jour, un vieil ouvrier est arrivé dans une brouette. Il se plaignait de douleurs au dos. J'ai appliqué les méthodes classiques de l'acupuncture, mais rien n'a marché. Le patient transpirait à cause de la douleur. Et moi aussi, j'ai commencé à être nerveux et à transpirer, car beaucoup d'étudiants me regardaient. Comme il y a autour de lui des étudiants, le professeur ne peut pas perdre la face. J'ai utilisé 2 points d'acupuncture localisés sur le ventre, sur le méridien gêne, à une grande profondeur. Le patient a immédiatement arrêté de crier et son visage est devenu serein. À l'époque, le professeur Bo est très surpris. La situation de ces points par rapport aux symptômes n'est pas logique. Il se lance alors dans une recherche effrénée pour comprendre comment fonctionne l'acupuncture au niveau du ventre. Et il découvre une zone ultra sensible autour du nombril. Le cordon ombilical est le centre du développement du corps humain. Il joue un rôle très important lors de la croissance de l'embryon. Même après qu'on ait coupé le cordon, le nombril continue à jouer un rôle de coordination de l'ensemble du corps. Mais nous connaissons mal ce système caché. La méthode du professeur Bo tient sur ces 3 cartes. Il a formé plus de 5000 disciples qui pratiquent l'acupuncture abdominale en Asie, en Europe et aux États-Unis. Sur ces images, on peut voir que les organes et les viscères sont en relation directe avec nos émotions et notre état mental. On voit bien que le ventre est en relation étroite avec notre cerveau. Grâce à cette découverte, le professeur Bo soigne désormais de nombreuses pathologies. Aujourd'hui, il reçoit une patiente qui souffre de dépression. Votre situation s'est-elle améliorée? Oui, mais il y a quelque temps, c'est revenu, parce qu'il y a eu des problèmes dans la famille. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que pour guérir la maladie, il faut chercher la source. Et où se trouve la source? Dans le ventre. Allongez-vous, on peut commencer la séance. Sous les doigts du professeur Bo, des malades de Parkinson, d'Alzheimer, de dépression, voient parfois leurs symptômes régresser sans que la science occidentale n'arrive à comprendre comment la magie opère. Faut-il accepter l'idée qu'il existe une anatomie énergétique qui n'est pas décrite dans les livres de médecine? Pour tenter de mieux comprendre comment fonctionne son traitement, le professeur Bo a enregistré les IRM de patients sains avant et après une séance d'acupuncture abdominale. Avec l'IRM fonctionnel, on a comparé les images du cerveau d'une personne avant et après une séance d'acupuncture abdominale. Après l'acupuncture, le nombre de zones activées est augmenté. Ces résultats montrent que l'acupuncture abdominale peut améliorer les fonctions cognitives et réguler les émotions.
En Orient comme en Occident, les scientifiques admettent qu'ils sont loin d'avoir tout compris à l'axe cerveau-ventre. Et leurs recherches ont débouché sur une découverte stupéfiante. « 100 000 milliards de bactéries habitent notre tube digestif. Il y a 1000 fois plus de bactéries dans chacun de nous que d'étoiles dans notre galaxie. Ce microcosme dans le macrocosme est l'écosystème le plus dense de la planète. Il y a 100 fois plus de bactéries dans notre ventre que de cellules dans notre corps. Je suis un être humain et mes cellules sont issues de l'œuf, résultant de la fécondation de l'ovule de ma mère par le spermatozoïde de mon père. Et toutes ces cellules qui ont proliféré, ça a fabriqué mon corps. Et moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais que c'était ça, moi. Et puis j'ai découvert que non. Qu'en fait, ça, c'est un petit bout de moi. Et qu'il y a un énorme bout qui est constitué de bactéries microscopiques. Et qu'en fait, je suis un écosystème. Nous sommes davantage bactériens que nous ne sommes humains. Nous avons bien plus de cellules bactériennes dans notre corps et sur notre corps que nous n'avons de cellules humaines. Nous avons plus d'ADN bactérien que nous n'avons d'ADN humain. On pourrait dire que nous sommes un véhicule à bactéries. À l'université McMaster d'Hamilton au Canada, Stephen Collins cherche à comprendre comment fonctionne cet écosystème organisé que les chercheurs appellent désormais le microbiote. Nous portons chacun à l'intérieur de nous 1 à 2 kilos de bactéries. Elles génèrent à peu près 30% de nos calories. Comme nous ne pouvons pas digérer une grande partie de la nourriture que nous mangeons, les bactéries la digèrent pour nous, de façon à ce que nous en retirions de l'énergie. Nous offrons aux bactéries le gîte et le couvert, et en échange, elles convertissent notre nourriture en énergie. Elles nous aident à déterminer ce qui est toxique ou non pour notre corps. Sans bactéries, la survie est difficile. Le plus grand système immunitaire de notre corps est situé dans notre intestin et il est éduqué par les bactéries qui l'informent des dangers potentiels. C'est parce qu'il est exposé à une multitude de bactéries que le système immunitaire est efficace. To the world at large, we are merely germs, small, insignificant bacterial growths. But today, we stand united, knowing full well the glorious reward that awaits each and every one of us. Puisqu'il joue un rôle si crucial pour notre santé, il est de la plus haute importance de comprendre les mécanismes par lesquels les microbes parviennent à nous coloniser. Do me proud. 1, 2, 3. Stérile dans le ventre de sa mère, le bébé va être colonisé par des centaines de milliards de microbes dès sa première journée de vie. Les premières bactéries à s'installer à l'intérieur de l'intestin vont sélectionner les nouvelles arrivantes, jusqu'à se stabiliser et composer une signature personnelle, comme une espèce d'empreinte digitale. La prise d'antibiotiques par la mère ou par l'enfant, la naissance par césarienne, le biberon plutôt que l'allaitement ou encore l'excès d'hygiène, chacun de ces événements réduit le contact avec les bactéries et appauvrit le microbiote de l'enfant. Dans le futur, je ne sais pas quand, on donnera aux bébés dès leur naissance la meilleure de toutes les flores possibles, afin qu'ils soient colonisés correctement. On la donnera aussi tout au long de notre vie, particulièrement au moment de la vieillesse, pour renforcer le microbiote. Pour trouver la recette du microbiote idéal, encore faudrait-il savoir quelles sont les bactéries qui le composent.
À l'INRA, Duško Erliš tente de mieux comprendre cette population mystérieuse qui nous habite depuis qu'Ève a croqué dans la pomme de la connaissance. Et pour cela, il a décidé d'étudier le génome de notre microbiote en entier. Oui, étudier le génome d'un organisme composé de 100 000 milliards de bactéries. Ce projet discret, appelé programme META-HIT, est en réalité bien plus ambitieux que le décodage du génome humain. Il y a 10 ans, je me suis demandé ce qui serait le plus amusant à faire pour un microbiologiste. Et c'était très clair. Dans le monde entier, il y avait une énorme capacité de séquençage disponible, puisqu'on venait de séquencer le génome humain, et qu'on avait même séquencé le génome des singes, des vers de terre et des mouches. Pourquoi ne pas utiliser cette capacité pour séquencer non seulement notre génome, mais aussi notre génome bactérien? Le résultat de ce travail titanesque a abouti en 2010, lorsque les chercheurs ont publié la carte du génome bactérien de l'homme. Ils ont abouti à un catalogue de 3 millions de gènes. Et ce chantier gigantesque a débouché sur une découverte surprenante. Nous avons découvert tellement de choses que je ne peux pas encore vous expliquer. Mais la plus surprenante de nos découvertes, c'est que nous, les humains, pouvons être répartis en 3 groupes selon la population microbienne qui vit dans notre intestin. Nous avons baptisé ces groupes les entérotypes. Donc, en plus des groupes sanguins, nous sommes divisés en 3 groupes de bactéries intestinales que Duško appelle les entérotypes. Leur différence réside dans leur capacité à convertir la nourriture en énergie. Les 3 produisent des vitamines, mais à des degrés différents. Les entérotypes ne semblent liés ni à une situation géographique, ni à la race, ni au sexe, ni à l'âge. Vous pouvez avoir un entérotype bien plus proche d'un Japonais que de votre voisin de palier. Nos gènes, notre environnement, notre nourriture, Duško et ses collègues n'ont pas encore compris ce qui détermine ces 3 entérotypes. Mais ils tentent de déterminer par quels moyens les milliers d'espèces de bactéries qui composent notre microbiote interagissent avec notre corps. À terme, l'objectif des chercheurs est de mieux comprendre le rôle des bactéries dans l'émergence de certaines maladies chroniques. Nous sommes habitués aux analyses de sang et d'urine. Bientôt, les médecins analyseront nos selles pour connaître la composition exacte de notre microbiote. C'est une méthode de diagnostic révolutionnaire. Nous voyons la prédisposition au diabète de type 2, la prédisposition aux maladies cardiovasculaires, aux maladies du foie, et ceci simplement en examinant le microbiote des gens. C'est en étudiant la flore bactérienne de personnes obèses que le chercheur Patrice Cani a fait une découverte extrêmement prometteuse. Il a observé qu'une bactérie, Akkermansia mucinifila, très abondante dans l'intestin de personnes en bonne santé, est très rare chez les obèses. Il a donc voulu mieux comprendre à quoi elle sert. Pour cela, son équipe a donné un régime riche en graisse à des souris et les a regardées grossir avec ou sans Akkermansia. Le résultat de cette expérience est stupéfiant. En ingérant la même quantité de nourriture riche en gras, les animaux qui ont reçu la bactérie grossissent 2 fois moins. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que le tissu adipeux des animaux recevant un régime riche en graisse mais traité avec la bactérie stocke moins d'énergie.
Akkermansia vit dans le mucus qui recouvre et protège nos cellules intestinales, ce qui lui permet de dialoguer avec nos cellules. Les chercheurs ont réussi à trouver comment cette bactérie communique avec les cellules de la paroi intestinale des souris. Ce qu'on fait là, c'est qu'on analyse les gènes de la souris et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que la bactérie Akkermansia était capable au final d'activer des gènes de la souris qui induisent une augmentation de la capacité de la souris à brûler les graisses. Et donc au final, la souris prend 2 fois moins de graisse ou de masse grasse sous régime riche en graisse qu'une souris qui ne reçoit pas la bactérie Akkermansia muciniphila. Il est probable que cette pipette contienne la poule aux œufs d'or. Nous mangerons bientôt cette bactérie vivante dans un yaourt ou une pilule. Mais nous aidera-t-elle vraiment à lutter contre l'obésité ? Je pense que d'un point de vue thérapeutique, le but est d'améliorer la condition des patients obèses et diabétiques de type 2, mais jamais de dire, et je pense que ça ne marchera jamais non plus, ça c'est ma conviction personnelle, administrer cette bactérie en même temps que manger ce que l'on a envie vous protégera de l'obésité. Je pense que ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les chercheurs estiment que l'obésité est due à 10% à des facteurs génétiques, à 10% aux bactéries et à 80% à notre comportement. Elle dépend donc pour une large part de notre volonté. Mais lorsqu'on invoque la volonté, cela veut-il forcément dire que nous sommes les seuls à décider ? Notre cerveau règne-t-il en maître sur notre personnalité ou bien est-il sous influence ? C'est ici, dans le laboratoire ultra stérile de Stephen Collins, que se trouve peut-être la réponse. Une souris stérile sans aucune bactérie se comporte de façon très étrange. Elle prend des risques, elle est presque irresponsable. Quand vous mettez des bactéries dans le ventre de ces souris, leur comportement change. Elles ne prennent plus autant de risques. Elles deviennent très prudentes. Peut-être que les bactéries disent « Nous voulons survivre, donc vous avez intérêt à bien vous comporter ». Mais Stephen Collins ne s'arrête pas à ce simple constat. Dans cette expérience, il a choisi 2 lignées de souris, l'une plutôt active et téméraire, l'autre plutôt calme. Puis, il a administré à chaque lignée le microbiote de l'autre. Nous avons pris des souris très calmes et nous avons transplanté leur microbiote dans des souris qui sont notoirement agressives, qui s'appellent les souris suisses. Et les souris agressives sont devenues calmes. Ensuite, nous avons fait l'expérience inverse. Nous avons pris des souris très calmes et nous leur avons donné le microbiote des souris agressives. Et les souris calmes sont devenues agressives. C'est la preuve expérimentale que le microbiote influence le cerveau. Ce que nous sommes n'est pas déterminé uniquement par ce qui est humain en nous. Nous sommes influencés par nos ancêtres, les bactéries, qui sont arrivées sur cette terre des milliards d'années avant nous. Elles ont acquis un répertoire génétique qui est bien plus grand que le nôtre. Et nous découvrons aujourd'hui qu'elles influencent qui nous sommes et comment nous sommes. La démonstration de Collins fait le tour du monde. En Europe, d'autres scientifiques rendent des souris plus aventureuses en leur faisant tout simplement manger des bactéries. On connaissait déjà
des éléments de ce genre-là avec un certain nombre de parasites, cette fois-ci pas des bactéries, mais des petits eucaryotes, qui vont habiter dans des organismes et vont modifier le comportement de ces organismes en servant mieux leurs intérêts. Alors, l'exemple de la toxoplasmose est amusant, puisque ces petits parasites vont se retrouver dans des souris, et quand ils sont dans des souris, eh bien, ils font que les souris n'ont plus du tout peur des chats. Et voire même, on a l'impression dans certaines études que les souris sont attirées sexuellement par les chats, ce qui est quand même une drôle d'idée. Le résultat étant évidemment qu'elles se font manger par le chat, et ça, c'est l'intérêt du toxoplasma, parce que le toxoplasma, c'est dans le chat qui se développe bien. Oh, pull the route. Ding dong bell, ding dong. Et cet exemple-là, bon, on en a en fait plein. Donc vous voyez que ces modifications de comportement à partir de parasites qui vivent dans le ventre des organismes, c'est des choses très courantes qu'on connaît et donc qui montrent à quel point il y a une interaction entre ce qui se passe dans le ventre d'un individu et puis ce que son cerveau va lui commander de faire. Avant de conclure que les bactéries nous manipulent, il faudrait d'abord prouver qu'il est possible de transposer sur les humains ce qui marche sur des souris. Pour modifier la flore intestinale des humains, nous disposons de deux outils, les antibiotiques pour tuer les mauvaises bactéries et les probiotiques pour développer les bonnes. Les probiotiques sont des levures et des bactéries vivantes censées être bénéfiques pour la santé. On les trouve par exemple dans les yaourts. Un doute plane encore sur leur réelle efficacité, du fait que les recherches sont en partie financées par ceux qui les commercialisent. En Europe, les groupes agroalimentaires ont été priés de retirer toute allégation santé sur leurs produits lactés enrichis en probiotiques. Pour couronner le tout, évaluer l'efficacité des probiotiques n'est pas une mince affaire. La vie n'est pas simple, hein, même chez les bactéries, et une seule bactérie est une usine qui fabrique des milliers de molécules. Et généralement, pour corser le tout, dans une préparation de bactéries probiotiques, on met plusieurs de ces bactéries, ce qui fait que ça augmente encore la complexité. Et donc on est très très loin du schéma classique, c'est-à-dire une molécule, une action. On n'est pas capable de comprendre complètement comment ça marche, donc tout ce qu'on sait faire, c'est tuer les méchants avec des antibiotiques, essayer de favoriser les gentils en donnant des probiotiques, mais en fait, pour le moment, on n'y comprend pas grand-chose. Au Centre de neurobiologie du stress, à Los Angeles, Kirsten Tillich était sceptique elle aussi. Comment la prise de probiotiques pourrait-elle avoir un effet sur la réponse au stress? Pour en avoir le cœur net, Kirsten et son équipe ont testé l'effet des probiotiques sur le cerveau de femmes en bonne santé. Nous avons décidé d'étudier des femmes en bonne santé, sans douleur intestinale, sans inconfort gastrique, sans anxiété ni dépression. Le test que nous leur avons montré est utilisé couramment pour voir comment les gens répondent à des images émotionnellement négatives. On voulait voir si modifier quelque chose dans le ventre pouvait changer la réponse à ces images. Pendant 2 semaines, les chercheurs ont donné à un groupe de 60 femmes en parfaite santé des yaourts avec et sans probiotiques. Et ils ont regardé si leur cerveau réagissait différemment au stress. You ready to start the task? Okay, here we go. Ce que nous avons trouvé, c'est que chez les femmes qui avaient pris le probiotique, un réseau de régions du cerveau était moins actif. Donc, celles qui ont pris les probiotiques sont moins réactives à ces images.
Dans leur cerveau, quelque chose a été modifié dans leur réponse à l'environnement, face à des images négatives et potentiellement menaçantes. C'est la première étude qui montre que donner un probiotique modifie quelque chose dans le cerveau. C'est extrêmement excitant pour nous qu'avec cette nourriture toute simple, que je peux acheter au marché, je puisse potentiellement changer quelque chose dans mon cerveau. Même les chercheurs les plus enthousiastes recommandent la prudence face à ces recherches très récentes, notamment parce qu'on ne connaît pas encore très bien les effets secondaires des bactéries sur nos corps. Mais tous s'accordent à dire que leurs effets sont avérés sur notre santé, comme sur notre cerveau. Nous devons reconnaître désormais qu'une certaine composante de notre cerveau provient des bactéries. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes contrôlés par les bactéries, mais qu'elles ont une influence sur ce que nous sommes, comment nous nous comportons et comment nous réagissons. Donc je pense que nous devons désormais considérer que nous avons un troisième cerveau. Nous avons le grand cerveau, le petit cerveau et désormais l'intelligence des bactéries. En science, on n'avance pas qu'en faisant des découvertes, on avance aussi en changeant de modèle, ce qu'on appelle des paradigmes. Ce que nous sommes est lié à une histoire et à nos environnements, et ces environnements sont à la fois externes et ce qu'on découvre également interne, et ça c'est fabuleux. On a plutôt tendance à penser que voilà, on est là, on est des humains, on est là devant notre écran en train de regarder et on a une individualité forte. Et les écosystèmes, c'est dehors, c'est les forêts, les champs, puis la forêt amazonienne, tout ça. Bon, c'est pas nous. Et en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Nous avons en nous cette flore bactérienne et cette flore bactérienne, elle existe aussi en dehors de nous. Et donc, en fait, nous baignons dans un écosystème bactérien qui nous pénètre et qui fait partie de nous. On n'a plus du tout cette séparation entre le soi et le non-soi, entre le moi et l'extérieur, moi et les autres. On a une continuité biologique tout à fait extraordinaire. La vision que les scientifiques ont de notre corps a changé. Ce que nous prenions pour le fondement ultime de la réalité, notre individualité, n'est sans doute que le reflet d'une réalité plus complexe, essentiellement faite de messages, de réseaux et de connexions encore très mystérieuses. Nous sommes désormais des milliers de gènes, des milliards de neurones et des centaines de milliards de bactéries. Nous sommes une multitude de liens et d'informations dont la complexité nous dépasse encore et toujours.